Les amis, aujourd'hui on va parler d'une des enquêtes criminelles françaises les plus connues, médiatisées et surtout controversées. Et pour l'occasion, je me suis rendu sur place pour vous emmener avec moi au plus proche des scènes de crime, des villages où tout a basculé et des endroits clés qui ont été le théâtre de macabres découvertes. Je leur dirais de me rendre mon enfant et puis pas de lui faire de mal. Parce que c'est quand même mon fils. Je l'aime. Mais rendez-moi mon fils. Je précise aussi qu'on va parler de sujets extrêmement choquants et sensibles. On va parler de mineurs, d'actes absolument horribles. Donc, âme sensible, s'abstenir. Sans plus attendre, je vous propose de vivre avec moi une affaire de meurtre et de tueurs en série complètement dingue, avec des rebondissements à n'en plus finir, une affaire qui a effrayé la France et les enquêteurs de l'époque, et qui, à mon avis, risque de vous faire passer un très bon et un très mauvais moment. Les amis, bienvenue dans l'un des plus étranges mystères criminels français, voici les disparus de l'Isère. Notre histoire est difficile à débuter dans le sens où tout s'entremêle très vite. Il y a beaucoup de chemins qui se croisent et de familles en deuil sur une très courte période. On va donc la débuter avec ce qui sera le lanceur d'alerte de l'époque, filmé et diffusé à la télé, la petite Farouze. Pour comprendre, il faut se rendre dans le nord de l'Isère, dans une bourgade nommée Bourgoin-Jailleux. À l'époque, Farouze Bendouyou habite dans un HLM au cœur de la commune, et elle décrit l'endroit comme un lieu chaleureux, propre et un véritable paradis pour les enfants. Vendeurs de glace, parc, tabac presse pour acheter des pétards, boulangerie, magasin et bien sûr école. On n'est pas du tout dans la même époque par contre pour les pétards. On est d'accord qu'aujourd'hui tu fais 10 ans de prison pour port de claque-doigts. Farouze a une petite sœur, Sharazed, âgée de seulement 10 ans, dont elle est très proche. Elle nous explique que le 8 juillet 1987, à environ 13h, donc une heure à laquelle on passe ou on sort habituellement de table, sa mère demande à Sharazed d'aller jeter les poubelles et la petite s'exécute. Quelques minutes plus tard, et toujours sans nouvelles de sa sœur, Farouze décide d'aller voir au local poubelle, mais il n'y a absolument personne. Elle fait le tour du pâté de maison en pensant qu'elle est peut-être partie jouer avec des amis sans en demander l'autorisation, mais encore une fois, aucune trace de Sharazed. Elle s'est complètement évaporée. Ce scénario terrifiant et sa suite absolument horrible, vous le reconnaîtrez malheureusement un nombre de fois alarmant dans cette vidéo, puisque Sharazed, tout comme 9 autres enfants, font tous partie d'un club macabre et mystérieux, un groupe tristement célèbre que l'on a surnommé avec le temps les disparus de l'Isère. Après des jours de recherche acharnés, la famille qui pensait d'abord que Sharazed était coincée quelque part où elle ne pouvait pas être entendue, se rend compte que la petite a très probablement été enlevée. Et c'est dans un élan de désespoir que Farouze prend la parole devant les caméras pour révéler à la France entière la détresse de sa famille. Notez qu'à cette époque, sa maman ne parlait pas français, Farouze traduit donc les dires de sa mère, inquiète. Qu'il la pose et puis qu'il parte tout de suite. Nous on veut notre sœur et c'est tout. On n'a aucun problème et puis on voudrait seulement elle et puis c'est tout. On ne voudrait pas leur faire des problèmes aux autres. Des semaines passent puis des mois et malheureusement toujours aucune piste sérieuse quant à la disparition de Sharazed. Un détail qui inquiète immédiatement, c'est le fait que personne n'a rien vu, rien entendu, et surtout que les gens de cette cité se connaissent tous. Il est donc très difficile pour un étranger de s'y balader sans se faire remarquer. Nous sommes à présent 10 ans plus tard, et la petite Sharazed est toujours portée disparue. Du moins, ça c'est pour sa famille. En effet, vous allez voir que pour un bon nombre des meurtres, des disparitions de l'Isère, la police n'a non seulement pas joué son rôle, mais a en plus dissimulé ou détruit des preuves dans l'optique d'étouffer l'affaire. Ce qui est absolument horrible compte tenu qu'il s'agit quand même de disparitions d'enfants. Farouze a maintenant 18 ans.
et décide donc de se repencher sur l'enquête en se plongeant dans les archives de sa ville. Elle épluche les cas de meurtres non résolus, les enlèvements et les potentiels agresseurs qui ont sévi ces dernières années dans l'Isère et le Rhône. Mais aucune information ne lui sera utile. Elle appelle ensuite les barrages autour de Bourgoin-Jallieu et leur demande s'ils n'ont pas repêché le corps d'une petite fille, mais là encore, elle ne trouvera aucune réponse. Elle dirige ses efforts vers les centres médico-légaux afin de voir s'ils n'ont pas dans leurs archives effectué d'autopsie sur une jeune fille et malheureusement, encore une fois, personne ne peut l'aider dans ses recherches. Néanmoins, ses efforts vont finir par porter leurs fruits lorsqu'elle tombe sur un appel à témoins pour une émission diffusée en France qui traite des enlèvements diffusés à la télévision et elle décide de proposer sa candidature. Au téléphone, Farouz est en larmes, elle explique la terrible histoire de sa petite sœur, la journaliste en charge lui explique qu'elle va se renseigner sur le sujet, et là, c'est la grosse douche froide, puisque personne n'a entendu parler de Shahrazad. Il n'y a absolument aucun document qui la mentionne, et lorsqu'elle rappelle Farouz, elle apprend par la même occasion que la police n'a laissé aucun dépôt de plainte à la famille, aucun papier attestant de l'affaire et de la situation de la petite fille. Autrement dit, Farouz en vient jusqu'à devoir assurer à la journaliste que sa sœur a bel et bien existé et qu'elle a été enlevée il y a 15 ans. Et en gros, c'est vraiment comme si Shahrazad, elle avait jamais existé. Finalement, la jeune femme est invitée sur plateau télé et c'est durant cette heure d'interview qu'elle comprend un truc horrible. Personne n'a réellement cherché sa petite sœur. En effet, vous allez le voir, mais non seulement personne n'est au courant de la disparition de Shahrazad, mais en plus un inspecteur présent sur plateau va même lui faire une annonce bouleversante sur l'enquête qui va l'indigner. Moi je tiens à préciser que le seul relais que mes parents ont eu lorsque c'est arrivé, c'est la gendarmerie. Mais au bout d'un moment, ils ont rétorqué à mes parents que c'était pas la peine de venir, que s'il y avait une nouvelle plus ou moins importante, ils viendraient nous le dire. Depuis, ça fait 15 ans. Le commissaire dans le cas de Shahrazad, une information judiciaire a été ouverte relativement peu de temps après la disparition de Shahrazad, et un juge d'instruction avait été nommé pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Et vous ne le savez pas, ça? Non. Bon, on va vous donner son nom. Oui, je veux bien. La situation peut paraître complexe à comprendre, mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme lui apprend devant des caméras et des milliers de téléspectateurs qu'une instruction a été ouverte pour le cas d'enlèvement de sa petite sœur, c'est-à-dire que son dossier a été envoyé à une personne compétente qui a pris la décision d'ouvrir une enquête. Mais celle-ci a aussitôt été refermée et classée sans suite. Et ce qui est déroutant, c'est que personne de la famille de Shahrazad n'a été mis au courant. C'est vraiment 15 ans après qu'on apprend que le dossier a été clôturé et que plus personne ne recherche la petite fille sans avoir dit ou fait quoi que ce soit. Ce qui est complètement effarant et qui indignera énormément de gens. Et vous allez voir en fait que tout au long de l'enquête, c'est sur la même lancée. Bon les amis, pour l'instant, je sais qu'on est plus dans un mood un peu enquêteur que réellement horreur, mais ne vous en faites pas, vous allez avoir votre lot d'abominations. J'ai réussi à le dire du premier coup. Farouz, après son entretien à la télévision et les révélations chocs qu'elle a entendues, elle décide de demander une copie du dossier pour se pencher elle-même sur les preuves, enquêter sur l'affaire et pour voir où en est la police. Et quelques jours plus tard, ce qu'elle reçoit, c'est encore une fois une indignation. En fait, en 15 ans, le dossier fait seulement quelques pages. Il est tellement ridicule qu'elle appelle même le centre qui gère la paperasse pour leur demander de lui envoyer le vrai dossier complet et pas juste une synthèse. Et là, vraiment, ils lui répondent que c'est pas un résumé. Les quelques pages qu'elle a reçues, c'est bel et bien toute l'enquête depuis 15 ans, c'est-à-dire quasiment rien du tout. C'est tout simplement horrible de s'apercevoir que pendant presque 2 décennies, personne n'a rien fait pour essayer de retrouver une petite fille arrachée à sa famille, et lassé d'être déçu, Farouz fait appel à un cabinet d'avocats un peu différent puisqu'il est spécialisé dans ce genre d'enquête. Et eux aussi sont frappés par le peu de moyens mis en place pour retrouver Shahrazad. Ces avocats, ce sont Didier Seban et Corinne Herman. Ils sont spécialisés dans les cold cases à la française et ils s'apprêtent à faire des découvertes absolument terrifiantes. En se penchant sur le cas de Shahrazad, en 2005, ils se rendent compte que plusieurs disparitions d'enfants non élucidées ont eu lieu dans l'Isère et qu'aucun suspect n'a jamais été appréhendé par les forces de l'ordre. Entre 1985 et 1996, une dizaine d'enfants ont complètement
disparus. Ils se sont littéralement évaporés et personne ne les a jamais retrouvés. Du moins, pour la plupart. Puisque ceux qui ont réapparu ne sont malheureusement plus en capacité de raconter leur histoire. Cette révélation fait bien sûr l'effet d'une bombe, et en reliant toutes les affaires entre elles, des similitudes troublantes apparaissent, et c'est alors que l'hypothèse d'un tueur en série est envisagée pour la première fois. Leur premier frein, c'est d'abord la justice, qu'il faut convaincre de réouvrir une enquête, étant donné que tous les dossiers des disparitions sont clôturés. Mais si tous ces enfants sont les disparus de l'Isère, qui sont-ils et quelle est leur histoire? Ont-ils réellement été victimes d'un tueur en série ou est-ce simplement un horrible hasard? Entre 1985 et 1996, une dizaine d'enfants ont complètement disparu. Ludovic Janvier, un petit garçon qui allait chercher des cigarettes au tabac pour son père, tombe ce jour-là sur un monsieur qui lui demande de l'aide. L'homme prétend avoir perdu son chien et demande à Ludovic s'il veut bien lui prêter main forte pour retrouver son animal de compagnie. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Ludovic Janvier, 6 ans, avait suivi un inconnu à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble. Le petit garçon un peu naïf accepte, et depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu. Aucune trace, aucune piste du garçon, ni même son corps ou ses affaires. Il entre alors dans le sinistre groupe des disparus de l'Isère, et le pire, c'est que lors de son enlèvement, celui-ci était accompagné de ses 2 autres frères qui ont vu et décrit l'homme. Là, il y avait un monsieur qui était habillé tout en bleu, un casque bleu, des rayures blanches et oranges. Où? Sur le casque. Sur le casque. Je leur dirais de me rendre mon enfant et puis pas de lui faire de mal. Parce que c'est quand même mon fils. Je l'aime. Mais rendez-moi mon fils. Bien sûr, l'affaire fait au début beaucoup de bruit, tout le monde en parle à la télé, mais très vite l'enquête s'essouffle et finalement, à part sa famille, tout le monde oublie Ludovic et seule sa maman continue à le chercher. Et vous allez voir que c'est pas la fin du calvaire, puisque lors de la mort de son papa des années plus tard, le notaire demande une preuve de la disparition de Ludovic à des fins légales, et ce n'est pas un dossier d'enquête qu'il reçoit, mais un simple papier lui apprenant que le dossier de Ludovic n'existe pas. Du moins, ils n'ont pas été en capacité de le retrouver dans leurs archives. Légalement, il n'y a aucune enquête et aucune preuve que quiconque ait un jour cherché Ludovic, et même pire, en fait, il n'y a aucune preuve que celui-ci ait un jour disparu ou été enlevé. Vous commencez peut-être à comprendre un peu le pattern, mais pour un bon nombre des cas, en fait, la police a eu un comportement très étrange. En fait, un petit peu comme s'ils avaient voulu étouffer l'affaire, ou cacher quelque chose. Et c'est vraiment pas la seule fois dans l'histoire où des trucs de dingue comme ça vont se produire. De retour avec Férouz, celle-ci se rend compte qu'il y a vraiment des choses qui clochent avec ses affaires, et elle décide de réunir les familles des victimes afin de pouvoir y voir plus clair. Elle appelle notamment la mère de Ludovic pour comprendre ce qui s'est passé et pour essayer de trouver un lien avec la disparition de sa sœur. Au même moment, elle rencontre d'autres familles qui eux aussi ont vu leurs enfants s'évaporer, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde. L'avocat de Farouz décide alors de dresser une liste des enfants disparus, et celle-ci devient alors tristement célèbre et portera bientôt le nom des disparus de l'Isère. Et parmi eux, un seul survivant. Un rescapé qui a vécu l'horreur et qui se souvient malheureusement trop bien de sa rencontre avec le potentiel tueur en série de l'Isère. Son nom est Grégory Dubrul. Il a aujourd'hui 47 ans, une femme et des enfants, mais il n'avait que 8 ans le 17 mars 1983 lorsqu'il fait la rencontre d'un inconnu à Grenoble. Et j'étais assis comme ça sur la marche de mon allée, la porte de mon allée, et une voiture elle arrive. Voiture sport, 2 portes. Et une personne me demande où est-ce qu'elle mène la rue, et moi je lui indique. Et tout en conversant avec elle, ouais, je comprends pas bien, tu peux m'aider. Et je suis rentré avec lui, voilà, normal, naïf, un enfant de 8 ans, naïf, normal. Et donc, on a suivi le chemin, et au bout du chemin, je lui regarde comme ça, et je lui dis voilà, ça y est, on est arrivé. Et il me dit non, t'inquiète pas, il m'a rassuré, t'inquiète pas, je connais tes parents, on va faire un petit tour, et voilà, comme ça. En 2 secondes, on mangeait, voilà, comme ça. Alors qu'il joue avec des amis, celui-ci commence à discuter avec lui et il le fait monter dans sa voiture. Et à partir de là,
son périple est absolument terrifiant. Je me suis retrouvé dans une décharge avec un terrible mal de tête, terrible bourdonnement dans la tête. Je me souviens que je touchais comme ça et tout, c'était comme de la gélatine, comme de la confiture bizarre, plein de sang, plein de mouches et tout. Ce qui devait être un dimanche comme les autres se retrouve bouleversé par une information absolument abominable. Convenons-en, c'est un véritable miracle que le petit Grégory soit aujourd'hui vivant après cette agression. Enlevé, violé, frappé, laissé pour mort et jeté dans une décharge publique située à une quarantaine de kilomètres de Grenoble, l'enfant, qui est âgé de 8 ans, parvenait à se traîner sur un chemin et à donner l'alerte. Finalement, Grégory sort de la poubelle dans laquelle il a été jeté, puis se traîne par terre en rampant dans la terre jusqu'à ce qu'une passante remarque miraculeusement le petit et lui vienne en aide. Lorsque la police arrive sur les lieux, Grégory tente de décrire son agresseur et comme d'habitude, ce ne sont que des visions floues et très générales que les enquêteurs vont avoir. Et je vais dire la trentaine. Ouais, la trentaine. 28, 35 ans comme ça. Je dirais plutôt une taille entre 1,70 à 80, je pense pas plus. Je me rappelle qu'il avait un tatouage. Un tatouage, je sais qu'il avait, c'était un cœur. Un cœur transpercé d'une flèche. Il y avait des initiales que c'est vrai au jour d'aujourd'hui, franchement j'ai eu... Parce que c'était un T, un L, un M, franchement j'ai aucune idée, mais je sais qu'il y avait, c'était 2 initiales séparées d'un plus. Comme vous vous en doutez, la description de Grégory est trop vague et la police n'arrivera à arrêter personne. Et pendant quelques années, plus rien ne se passe et tout le monde pense que la série noire est terminée. Sauf que, le 1er juillet 1985, l'inconnu de l'Isère frappe à nouveau. Encore une fois, la police ouvre une enquête qu'ils fermeront quelques semaines plus tard, non pas par manque de preuves cette fois-ci, mais parce qu'ils ont retrouvé la petite Anissa. Ou plus précisément, ils ont retrouvé son corps. Anissa a 5 ans et demi, les cheveux bouclés châtains et plus courts que sur cette photo. Le soir de sa disparition, elle portait un pull blanc et un short bleu. Ses parents habitent au 7e étage de cette tour de l'avenue Paul Coca dans le quartier de l'Abbaye, où s'est produite la disparition d'Anissa le mercredi 26 juin. Celui-ci a été repêché au barrage de Beauvoir en Isère et on conclut naturellement que la petite s'est noyée. Mais si sa disparition est un accident, pourquoi est-ce qu'on la met dans la liste des victimes? Eh bien tout simplement car sa mort ne ressemble pas du tout à un accident. Anissa n'est premièrement pas une fille particulièrement casse-cou et désobéissante. Et deuxièmement, elle habite quand même à 2 km du barrage. Comment et surtout pourquoi une petite de 8 ans marcherait 2 km à pied toute seule pour se rendre près d'un barrage? Tout le monde se rend compte que quelque chose ne colle pas, mais pourtant, encore une fois, personne ne bouge le petit doigt. L'enquête conclut à un accident, le dossier est clôturé et c'est ciao, comme dirait l'autre. Néanmoins, les policiers ne pourront pas ignorer les faits très longtemps, puisque la réalité vient encore une fois les cueillir 2 mois plus tard. Et cette fois-ci, c'est lorsque le squelette d'un enfant est retrouvé dans une grotte dans le Vercors. C'est plus précisément des spéléologues, donc des gens dont le métier consiste à explorer et documenter les cavités rocheuses, et c'est dans un trou à l'ouverture de la grotte, caché derrière un petit muret de pierre, qu'ils y font leur macabre découverte. Pour être précis, c'est pas réellement un squelette complet qu'ils vont retrouver, mais bien des morceaux d'os, et au début, la théorie la plus probable est celle d'ossements d'animaux ou d'os datant de la guerre, étant donné que le Vercors a connu une grande activité durant 39-45. Donc au début, on imagine qu'il puisse s'agir en fait des restes de soldats morts au combat, ou même des restes appartenant aux victimes du massacre de la grotte de Lure. Pour la petite aparté, l'histoire du massacre de la grotte de la Lure se déroule en 1944, et à ce moment-là, l'hôpital Saint-Martin en Vercors est complètement surchargé de blessés, et devant l'afflux de soldats demandant de l'aide et des soins, et l'avancement des Allemands en leur direction, bien que les hôpitaux soient théoriquement épargnés de tout ce qui est combat et possèdent l'immunité en temps de guerre, ils décident néanmoins de déplacer les blessés dans un endroit plus sûr, car les nazis avaient déjà exécuté des patients d'hôpitaux et torturé des civils dans les communes voisines. Ils n'avaient donc bien sûr pas respecté l'accord de Genève qui protégeait les médecins, les blessés et les hôpitaux des combats, et le 21 juillet, l'hôpital est donc déplacé. Mais sur leur chemin, on leur apprend que les Allemands sont aux portes de la ville et qu'il faut donc faire demi-tour. Ayant déjà repéré les lieux, un médecin de 32 ans décide d'installer un camp de fortune sous la grotte de la Lure afin d'y soigner les 122 blessés présents ce jour-là. Tout se passe pour le mieux et l'équipe médicale fait même venir un prêtre pour animer les journées lorsque le 27 juillet, un sous-officier allemand se rend sur place avec ses soldats
et c'est un véritable massacre qui a lieu. Quelques personnes réussiront à s'échapper, mais la grande majorité des gens présents ce jour-là seront assassinés sur place. D'ailleurs, les médecins et les prêtres seront aussi exécutés malgré le drapeau de la Croix-Rouge fixé devant l'entrée de la grotte qui était censé protéger les blessés qui n'étaient plus armés et en capacité de se défendre. Voilà pour la petite histoire, et finalement ce n'est pas les restes de ces pauvres gens qui ont été retrouvés dans la grotte, puisqu'après analyse des laboratoires, aucun doute n'est possible, il s'agit d'ossements qui appartiennent à un enfant. Et encore une fois, personne ne sait où, qui et comment, ni où se trouvent les restes du corps qui n'est pas complet, je le rappelle, mais tout le monde commence à croire que l'inconnu de l'Isère est de retour. Au début, on pense avoir retrouvé Ludovic Janvier, disparu depuis maintenant 2 ans et qui correspond à l'âge de la victime. Néanmoins, à cette époque, c'était très compliqué de faire des analyses fiables, autrement que par comparaison dentaire, et malheureusement, Ludovic étant parti trop tôt, ses parents n'ont jamais eu l'occasion de l'emmener chez le dentiste, et n'ont donc jamais eu de radiographie de sa mâchoire, pouvant corroborer ou non avec ceux retrouvés dans la grotte. Le mystère reste donc, encore une fois, entier. Et pour ne rien arranger, faut savoir qu'à l'époque, l'endroit ne ressemblait pas aux photos actuelles. La route était bien moins large, peu de gens s'y promenaient, et l'entrée de la grotte était complètement recouverte de végétation. Autrement dit, il fallait un minimum connaître le lieu et la région pour venir y déposer un corps, et tout nous pousse à croire que le tueur connaissait bien le spot et y a délibérément caché les restes d'enfants dans l'espoir de ne pas attirer l'attention, ce qui a d'ailleurs très bien fonctionné pendant des années. Lorsque la police récupère le crâne, elle conclut immédiatement à un meurtre étant donné que celui-ci est fracturé. Mais malheureusement, il ne sera jamais identifié puisqu'il va mystérieusement disparaître des frigos de la morgue, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Le cauchemar n'est pas terminé en Isère puisque peu de temps après la découverte du corps dans la grotte, c'est une petite fille que vous connaissez déjà, nommée Sharazed, qui est enlevée et dont personne ne retrouvera plus jamais la trace. Jusqu'à maintenant, ce n'est que des enfants sans défense qui sont victimes d'un malade mental, mais vous allez voir que cette série va bientôt s'arrêter puisque, toujours en Isère, une disparition bien différente défraie encore une fois les chroniques, et cette fois-ci, c'est celle de Nathalie Boyer. Elle n'est âgée que de 15 ans, et ayant des différends avec sa maman au niveau de l'éducation, celle-ci passe la semaine au foyer et ne rentre que pour le week-end. Au mois d'août, elle descend de son immeuble pour faire un tour, et ne reviendra jamais. Comme d'habitude, la jeune femme s'est complètement évaporée, personne n'a rien vu, rien entendu, et le lendemain matin, Nathalie est retrouvée à quelques mètres de son lieu de disparition, égorgée dans un terrain vague. L'autopsie ne révèle aucune violence sexuelle, ce qui nous pousse à nous demander si le tueur n'aime pas tout simplement enlever des enfants pour s'amuser avant de s'en débarrasser comme de vulgaires déchets. Et croyez-moi, c'est une idée qui est absolument insoutenable et horrible, et malheureusement, c'est pas fini. Le 13 janvier 1989, le jeune Fabrice, alors âgé de seulement 12 ans, quitte son domicile à pied en direction de l'école. Après quelques heures, on se rend compte que Fabrice n'est toujours pas arrivé en classe et on donne alors l'alerte. Comme d'habitude dans cette série de meurtres, personne n'a rien vu, rien entendu et surtout, la police n'a aucune piste ni aucune preuve lui permettant d'avancer. Et de toute façon, ça servira à rien puisqu'en fait, 3 jours plus tard, un randonneur qui passait dans le massif de la Chartreuse découvre, au fond d'un ravin, le jeune Fabrice, 12 ans, sans vie, et cette fois-ci encore, le jeune garçon a subi des sévices abominables. Les amis, accrochez-vous parce que c'est pas terminé malheureusement. 1 an plus tard, l'inconnu de l'Isère frappe encore. La prochaine victime est Rachid Bouzian. Il a 5 ans et comme d'habitude, il joue tranquillement dehors, au pied de son HLM. Problème, lorsqu'on l'appelle, il ne remonte pas pour dîner. Seulement 48 heures plus tard, son corps est retrouvé. Contrairement aux autres meurtres, l'assassin de celui-ci est retrouvé et sera mis derrière les barreaux. Il s'agit de Karim Katefi, un habitant de la région, et la question se pose alors. L'homme est-il coupable des autres meurtres de l'Isère ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Dans les 2 cas, sachez que la police à l'époque n'a absolument pas cherché à comprendre et ne s'est pas posé une seule fois la question. L'homme a donc été condamné,
mais n'a jamais été interrogée pour les autres crimes, ce qui encore une fois est totalement déroutant puisqu'il s'agit quand même d'un flagrant manque de professionnalisme et de volonté de trouver la vérité et surtout de rendre justice à ces pauvres enfants disparus. Les mois passent et avec Karim derrière les barreaux, les populations se sentent plus en sécurité. Les meurtres semblent s'être arrêtés et la série s'est achevée avec la disparition de Rachid Bouzian. Et pourtant, telle une date d'anniversaire, environ 1 an après le dernier meurtre, l'Isère est à nouveau bouleversée lorsque le 15 avril 1991, Sarah Siad, 10 ans, est enlevée devant son domicile et comme d'habitude, personne n'a rien vu, rien entendu et comme d'habitude, on retrouve son corps sans vie 2 jours plus tard dans une forêt. C'est là, à quelques centaines de mètres du domicile familial, qu'on devait retrouver vers 8 heures le corps sans vie de la petite Sarah, 6 ans, Benjamin avec sa jumelle des 9 enfants de la famille Siad. L'affreuse nouvelle a fait le tour de Vorep en un instant. La petite fille a été étranglée, elle a très probablement subi des sévices sexuels. Mais du côté des enquêteurs, pas la moindre piste jusqu'ici. Un crime en tout cas sans équivalent dans l'Isère depuis des lustres, commande sobrement le capitaine du service central des recherches. Comme vous l'avez entendu, le présentateur précise qu'il n'y a aucune autre affaire de meurtre depuis des lustres, alors qu'un an plus tôt, il y a eu des disparitions dans l'Isère. Et en plus que le phénomène se produit maintenant depuis des années. Si je m'arrête sur le sujet, c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte de l'état d'esprit de l'époque. En fait, il y a eu tellement d'affaires à la suite qu'il y en a vraiment une qui a remplacé l'autre, et au final, les gens oublient très vite ce qui s'est passé, ce qui a aussi contribué à ne pas lier les affaires entre elles à l'époque. Heureusement, après cette disparition, l'Isère verra le calme revenir pendant 5 ans. Les gens passent à autre chose, et pourtant, lorsqu'ils s'y attendent le moins, perché à 2000 mètres d'altitude, l'inconnu de l'Isère frappe à nouveau. Léo, 6 ans et demi, a disparu 1 heure seulement après avoir posé pour cette photo. C'était le 19 juillet dernier, il bivouaquait au bord de ce lac de montagne, et c'est en allant chercher de l'eau qu'il s'est mystérieusement volatilisé à quelques dizaines de mètres de son père. Bien sûr, des fouilles sont effectuées, le lac est fouillé de fond en comble et les enquêteurs ont du mal à comprendre comment un enfant peut disparaître à seulement 10 mètres de son père et ne pas être retrouvé. Et d'ailleurs, quel genre de criminel maniaque décide d'aller à 2000 mètres d'altitude en pleine montagne, bourré de randonneurs, donc potentiellement d'adultes, pour enlever un enfant? Des questions qui resteront malheureusement sans réponse, puisque tout comme Sharazed et bien d'autres disparus, personne ne retrouvera jamais le petit garçon. Plus on cherche et moins on le trouve, donc c'est évident que s'il n'est pas dans cette montagne, l'hypothèse de l'enlèvement vient maintenant en premier. Heureusement, la série va s'arrêter la même année avec la dernière victime des disparus de l'Isère, Saïda Berch, qui sera d'ailleurs rapprochée de l'affaire Sarah Siad, étant donné qu'elles ont toutes les deux été retrouvées dans la ville de Vorep. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 2013, soit 20 ans après le dernier meurtre de l'Isère, un homme d'abord arrêté pour un simple contrôle routier sera reconnu coupable du meurtre de Saïda et de Sarah, révélant au passage des détails très glauques concernant l'affaire. En effet, sur la scène de crime de la petite Saïda, on a retrouvé des mouchoirs de poche avec une empreinte digitale ainsi que du sperme sur son chemisier, ce qui avait permis à l'époque de garder une trace ADN du potentiel tueur. Et du coup, en 2005, lorsqu'il a arrêté pour conduite sous stupéfiants et défaut d'assurance, Georges Pouille, 37 ans et père d'un enfant de 3 ans, se retrouve au commissariat et est obligé de donner ses empreintes suite à son contrôle routier. Seulement, lorsque la police croise ses empreintes avec celles de sa base de données, c'est la stupeur. Il y a déjà un match parfait alors que l'homme n'avait jamais été arrêté auparavant. Et ce match, il correspond tout simplement à des empreintes récupérées sur une scène de crime, celle de la petite Saïda retrouvée morte dans la Vorep. Et c'est ainsi que Georges Pouille avoue les crimes de Sarah et Saïda et est jugé pour meurtre et viol sur des enfants et finira bien sûr derrière les barreaux. De retour dans notre histoire avec les avocats Sauban et Herman en charge de la réouverture de l'affaire, ils décident de croiser différents dossiers et ils fouillent partout dans la région, ils cherchent des archives et ils portent un œil nouveau sur l'enquête et réussissent à saisir la justice avec un dossier qui sera surnommé les disparus de l'Isère. C'est-à-dire toutes les disparitions d'enfants dans l'Isère qui n'ont jamais été reliées entre elles et qui deviennent pour la première fois une seule et même enquête. Le problème en France, c'est que contrairement aux Américains, nous avions à l'époque la certitude que les tueurs en série n'existaient pas chez nous. On pensait qu'il s'agissait juste d'un phénomène de société propre aux États-Unis et que notre manière de traiter les meurtres à la française est la meilleure.
comme d'habitude en fait. Seulement par la force des choses, le dossier des disparus de l'Isère est réouvert et face à l'engouement que ça va prendre et aux preuves des meurtres en série, la gendarmerie se retrouve obligée d'avouer que ce genre de phénomènes sont aussi possibles en France et qu'ils ont affaire à un cold case, c'est-à-dire à un dossier qui n'est pas clôturé mais dont personne n'a jamais trouvé de réponse. Et c'est ce que vont faire Sauban et Herman, ils vont demander à la justice de se repencher sur ce cold case et la gendarmerie va être obligée d'ouvrir une cellule dédiée à celui-ci. Ce qui introduit parfaitement un autre problème que les avocats n'avaient pas prévu et qui va mettre en lumière l'inefficacité du système judiciaire, c'est simplement la demande des dossiers et des éléments récoltés par la police. Mais je vous l'ai dit, cette enquête c'est un bordel. Non seulement ces dossiers mettent des mois à arriver, mais en plus certains éléments sont oubliés, perdus ou simplement introuvables puisqu'ils sont littéralement classés dans une pochette sous une montagne d'autres dossiers et dilués dans la paperasse administrative. En gros, on a découvert qu'ils sont pas mieux rangés que vos cours ou vos devoirs d'école qui traîneraient sur le bord de votre bureau. C'est un bordel monstre et ça révèle d'ailleurs le manque de rigueur et le peu d'intérêt que porte la justice à ces affaires de meurtre, pourtant très grave. Et c'est d'ailleurs pour ça que la famille de Ludovic Janvier n'a jamais reçu la copie du dossier, puisqu'ils l'ont tout simplement perdu. D'ailleurs, deuxième petite aparté assez intéressante, mais j'ai appris en faisant mes recherches qu'en fait un tueur en série est rarement seul pour commettre ses crimes. Il est très souvent aidé de sa compagne, d'amis ou d'autres tueurs, et l'image en fait du tueur en série solitaire nous viendrait surtout des États-Unis qui ont popularisé ces idées à travers de gros serial killers très médiatisés, mais aussi au travers de films et de séries. L'idée qu'un seul tueur en série puisse être à l'origine des meurtres des disparus de l'Isère vient d'abord des similitudes dans le mode opératoire des enlèvements, mais aussi du fait que 3 des enfants assassinés ont été retrouvés dans une seule et même ville, à Voreppe. Dans les années 1990, il s'agit d'une petite commune de quand même 8000 habitants qui sera le théâtre de crimes affreux. D'abord la petite Saïda dans les années 96 qui ne devait marcher qu'une centaine de mètres de son domicile jusqu'au gymnase de l'Arcade et malheureusement elle n'y arrivera jamais. Comme vous le savez, c'est 2 jours plus tard que la petite sera retrouvée morte, étranglée dans un canal. C'est aussi Sarah qui sera retrouvée morte dans Voreppe, ainsi que Grégory, seul survivant de la macabre série, qu'on retrouvera mourant jeté aux ordures dans un terrain vague de la pire des manières. D'ailleurs, dans les disparus de l'Isère, on distingue même 2 groupes ayant vécu des choses très similaires. Nous avons d'abord Grégory, Ludovic et Fabrice. Tous les 3 ont subi des sévices et un mode opératoire assez identique. Ils ont tous les 3 suivi un homme d'1m80 dans sa voiture, ils ont tous les 3 été frappés à la tête et ils ont tous les 3 été violés et ont tous les 3 été abandonnés le long d'une route de forêt. On pense aussi pouvoir ajouter à cette liste le squelette de la grotte du Vercors puisque celui-ci présente lui aussi un choc violent à la tête et a lui aussi été abandonné dans un endroit relativement désert. Devant les faits, la gendarmerie va être dans l'obligation de faire quelque chose qu'elle n'avait encore jamais fait, créer une cellule de recherche spécialement dédiée aux disparus de l'Isère, une cellule d'enquêteurs qui ne travaille que sur ce dossier. À préciser que c'est la première fois en France qu'une telle chose est faite et ça vous montre bien l'énormité de l'affaire. Ça permet aussi de faire des réunions entre familles, de se rencontrer et de voir un vrai soutien et une vraie envie de se battre et de retrouver les enfants disparus, ou du moins leur corps, et de comprendre ce qui s'est réellement passé derrière ce massacre. Les enquêteurs se mettent donc au travail, ils regroupent d'anciens et de nouveaux dossiers, ils relisent chaque procès-verbaux et auditionnent même de nouveaux témoins, mais rien n'y fait. Après des mois de travail, absolument rien n'a bougé, rien n'a avancé et aucun suspect n'a été découvert après plus de 2 ans. Et la cellule mineur 38 est donc fermée. Elle n'aura abouti à absolument rien du tout de nouveau. Et pour les familles, c'est une nouvelle déception. Surtout qu'un autre événement vient hanter les proches des victimes, la prescription. En gros, pour chaque délit, il y a une durée limitée où vous pouvez être jugé. Et si cette durée elle est dépassée, c'est comme si votre délit ou votre crime devient périmé. Vous n'êtes plus condamnable pour vos faits. Et ce, même si on arrive à prouver que c'est vous qui l'avez fait. Par exemple, pour un vol, le délai de prescription c'est 6 ans. Autrement dit, si vous commettez cette infraction et que vous n'êtes pas arrêté sur le fait pendant 6 ans, eh bien dans exactement 6 ans à minuit, vous serez plus condamnable même s'il y a un enregistrement de caméra qui ressort des archives et qu'on vous voit délibérément commettre le vol. Dans notre histoire, le délai de prescription est dépassé au jour d'aujourd'hui et donc même si on retrouve le meurtrier des disparus de l'Isère, il pourrait malheureusement marcher librement dans la rue sans être jamais condamné puisque son délai de prescription
est dépassé. D'ailleurs, il faut savoir que le seul moyen qui a été proposé aux proches des victimes pour passer outre ce délai de prescription, c'est de prouver qu'il y a eu une séquestration. Un enlèvement avec une séquestration est exempté de prescription, mais encore une fois, pour le prouver, c'est mission impossible, puisque personne n'est en capacité de le prouver. Et justement, c'est grâce à cette petite faille que l'affaire ne s'arrête pas, mais pour ne pas fermer le dossier, on invoque la possibilité d'une séquestration. En effet, on explique que rien ne prouve que les enfants non retrouvés sont décédés, ils pourraient juste être gardés chez leur ravisseur contre leur gré à la manière de l'affaire Natacha Kampusch, et si on admet ça, alors on admet qu'ils sont encore potentiellement en vie, et donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus de prescription qui s'applique, et la police est dans l'obligation de continuer leurs recherches jusqu'à ce qu'un corps d'un enfant soit retrouvé vivant ou mort. C'est un combat rondement mené et gagné par les familles qui se battent réellement pour ne pas faire plonger dans l'oubli la disparition de leurs petits frères et leurs petites sœurs. Mais vous allez voir que la victoire est de courte durée puisqu'un article de journal du Nouvel Obs vient révéler un secret que la justice a tenté de cacher au grand public pendant des années. Les corps qui appartenaient à 2 enfants ont été détruits par les autorités, et ce malgré leur implication en tant que preuve dans les meurtres qui se sont déroulés entre les années 80 et 90. Sincèrement, comment est-ce qu'on peut ordonner la description de corps d'enfants qui sont des preuves importantes pour une affaire, et en plus c'est des corps qui n'ont jamais été rendus à leur famille. Faut savoir que quand un corps inconnu par exemple est détruit par la justice, on dit qu'il est enterré sous X. Autrement dit, il est anonymement inhumé, et parfois avec d'autres corps. Et comme la justice est bien faite, il n'existe aucun registre, aucune base de données qui classe ou qui garde les informations concernant les sépultures. Donc autrement dit, les corps détruits par la justice pourraient être n'importe où. Et ni les familles, ni les enquêteurs n'en sauront jamais rien. C'est fou de se dire que si ça se trouve, tous les corps des disparus de l'Isère sont dans un cimetière quelque part enterrés sous X, et ça restera genre le plus gros secret de cette affaire puisque on n'aura jamais réellement les réponses. Et les amis, c'est malheureusement sur cette fin tragique que se termine cette vidéo. Comme vous vous en doutez, on n'a jamais pu retrouver les autres enfants qui ont disparu malgré que les familles continuent à les chercher tous les jours. Et en fait, soit ils ont été enterrés sous X et dans ce cas-là on les retrouvera vraiment jamais, soit ils ont été séquestrés et seront un jour libérés grâce à un véritable miracle, soit le ou les tueurs en série responsables des meurtres seront appréhendés et vont donner les informations sur la localisation des enfants ou de leur corps. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé le fait de pouvoir voir actuellement à quoi ressemblent les scènes de crime, les villages où ça s'est passé, les meurtres, et de pouvoir mélanger les images d'archives et de vraies images actuelles des lieux. En tout cas j'espère que l'histoire vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, le petit Instagram il est quelque part ici là, il traîne. Waouh, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge par contre, c'est un truc de ouf. Vous avez remarqué que je me plains beaucoup en ce moment, hein. Je me plains énormément, et ça me dérange pas plus que ça. Les amis, vous le savez, mais cette vidéo est terminée depuis déjà 35 secondes. Je vais donc mettre fin à ce contenu lorsque je retrait. Donc surtout n'oubliez... Vous savez quoi, on va s'arrêter sur ça. J'étais obligé.